Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une analyse un peu particulière. Oui, tout à fait. On n'a pas une pile de documents, pas même un livre, on a une seule phrase. Une seule phrase, mais quelle densité! Exactement. Elle est tirée de l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 20. Alors je la lis. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Voilà. Et tout est là-dedans. Notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer le choc que cette phrase provoque. Parce qu'on part d'un appel à la bonté, une bonté quasi surhumaine, et on finit sur une image qui sonne presque comme une vengeance. C'est ça. Comment est-ce qu'un acte de générosité peut se transformer en charbon ardent? C'est vraiment la question qui va nous occuper. Et c'est une question qui hante les lecteurs depuis des millénaires. La brièveté de la phrase, en fait, c'est un piège. C'est un concentré de morale, de psychologie, d'imagerie, tout est là. Alors, comment on aborde ça? Je propose de voir ça comme une petite pièce de théâtre, en deux actes. J'aime bien l'idée. Le premier acte, c'est le commandement, l'appel à l'action. Et le deuxième, la conséquence, cette justification si déroutante. Les charbons ardents. Exactement. Et tout le drame, toute la tension se joue dans l'articulation entre les deux. D'accord. Alors, allons-y pour le premier acte. Je relis le début. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Hmm. Ce qui me frappe tout de suite, c'est le côté direct. C'est inconditionnel. Il n'y a pas de s'il le mérite, pas de s'il s'est excusé. Non, rien de tout ça. C'est presque un réflexe qui est demandé. Tu vois un besoin, tu y réponds. Point. Et ce n'est pas passif, hein. Ce n'est pas juste ne te venge pas. Annoncer actif, c'est un ordre d'agir, de faire quelque chose de très concret. Et surtout, le choix du mot, ennemi. Oui, le choix des mots est chirurgical. Il ne dit pas un étranger ou quelqu'un qui t'a déçu, il dit ton ennemi. La personne qui, par définition, te veut du mal. Précisément, quelqu'un qui est activement hostile. Et l'instruction, c'est de répondre à cette hostilité par un acte de soin fondamental. C'est une rupture complète avec notre logique habituelle, quoi. Une rupture totale. La logique par défaut, c'est la réciprocité. L'œil pour œil. C'est une logique d'équilibre en quelque sorte. Oui, Ici, on propose de répondre à la haine par le soin. C'est un court-circuit total du cycle de la violence. mais est-ce que c'est humainement possible? Je veux dire, on nous demande de nourrir la personne qui, peut-être, a tout fait pour nous nuire. C'est une excellente question. Est-ce qu'on doit juste faire semblant, dissocier l'action du sentiment? Et vous touchez au cœur du problème pratique. Le texte, il est très malin. Il ne dit pas aime ton ennemi et ensuite donne-lui à manger. Non, c'est vrai. Il dit juste donne-lui à manger. L'accent est mis sur le comportement, pas sur l'émotion. C'est une instruction comportementale. Donc on peut encore ressentir de la colère, de la rancœur. Exactement. L'idée sous-jacente, c'est peut-être qu'on ne peut pas commander à ses émotions. Elles sont là. Mais on peut, en théorie, choisir ses actions. On se concentre sur ce qu'on peut contrôler. Voilà. Et peut-être que l'acte, s'il est répété, finit par transformer le sentiment. Mais au départ, l'exigence est sur l'action seule. C'est ce qui rend la chose à la fois terriblement difficile et paradoxalement peut-être plus accessible. D'accord, je vois. L'acte prime sur l'émotion. C'est une discipline, pas forcément un élan du cœur. J'arrive à suivre ça. Même si c'est exigeant. Très exigeant. Mais on arrive au deuxième acte. Et c'est là que pour moi tout dérape. Hein. Le texte donne une raison pour cet acte de bonté. Et cette raison est troublante. Je relis la fin. Car, en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Le fameux car. On passe d'un geste de compassion à une image de torture. D'un coup, l'acte de bonté il ressemble à une arme. Vous avez raison. Ce mot, car ou parce que, c'est la charnière. C'est là que tout le puzzle psychologique se met en place. C'est un lien de cause à effet, donc. Direct et inévitable. Le texte ne dit pas « fais le bien et en plus tu auras une petite vengeance en prime ». Non, il dit que l'acte de nourrir ton ennemi est en soi l'acte d'amasser des charbons ardents. Ce sont les deux faces de la même pièce. Indissociables. C'est la nature même de l'acte qui produit cet effet. Du coup, la question devient, que sont ces fameux charbons ardents? C'est la question à un million. Quelle est l'interprétation la plus évidente? Alors, l'interprétation la plus répandue, et je pense la plus solide psychologiquement, c'est que les charbons ardents sont une métaphore Pour la honte. pour une honte brûlante. Oui, une honte cuisante.
Il faut essayer de se mettre à la place de l'ennemi. D'accord. Vous avez activement cherché à nuire à quelqu'un. Et au moment où vous êtes le plus vulnérable, affamé, assoiffé, cette personne, au lieu de vous ignorer ou de vous achever, Mhm. elle vous aide. Elle répond à votre haine par un acte de générosité pure. Le décalage, là, la dissonance cognitive, elle est insoutenable. On s'attend à recevoir un coup et on reçoit un verre d'eau. Exactement. Et cet acte de bonté, il fonctionne comme un miroir impitoyable. Il ne vous renvoie pas une image de votre adversaire, il vous renvoie une image de vous-même. Ah oui. Il expose la laideur de votre propre hostilité face à une générosité que vous n'avez en rien méritée. Et cette prise de conscience brutale, c'est ça la brûlure. La brûlure psychologique. La bonté de l'autre devient la source d'une douleur morale, intime, profonde. C'est la conscience qui brûle, quoi. Je dois avouer que ça sonne terriblement passif-agressif. Je vais te faire du mal, mais en ayant l'air d'un saint. C'est ça, garder la supériorité morale tout en infligeant une souffrance psychologique bien réelle. Est-ce que c'est vraiment ça le but? Vous mettez le doigt sur la tension la plus inconfortable du verset. C'est une objection absolument légitime. Est-ce que c'est une punition déguisée? Oui. C'est là qu'une deuxième piste d'interprétation devient intéressante. Elle n'exclut pas la première d'ailleurs. D'accord. Peut-être que cette honte brûlante n'est pas une fin en soi, mais un moyen, un catalyseur, Un catalyseur pourquoi? pour le changement. La douleur de cette honte pourrait être le choc nécessaire pour provoquer un retournement. L'acte de bonté ne serait plus une punition, mais une sorte de thérapie de choc pour l'âme. Le but n'est pas de faire souffrir, mais d'utiliser la souffrance pour... Pour briser l'hostilité et, potentiellement, ouvrir une voie vers le repentir. Une honte rédemptrice, en quelque sorte? C'est une très bonne formule. Et d'ailleurs, il y a une couche historique ici qu'on rate souvent. Ah! Certains spécialistes pensent que cette image des charbons ardents sur la tête fait référence à un ancien rituel de repentance égyptien. Vraiment? Oui, dans ce rituel, une personne qui voulait montrer publiquement son remords portait sur sa tête un bassin rempli de charbon ardent. C'était un signe de pénitence. D'accord. Et si on lit la phrase avec ce contexte? Alors le sens change radicalement. L'acte de bonté ne vise plus à infliger la honte, mais à inspirer un tel désir de réconciliation que l'ennemi de lui-même serait prêt à accomplir cet acte de repentance. La bonté devient une invitation au changement. Précisément. Ça change pas mal de choses. Ça déplace le focus de la punition vers la transformation. Mais on reste avec un dilemme, non? Toujours. D'un côté, une honte qui punit, de l'autre, une honte qui potentiellement guérit. L'acte extérieur, donner du pain, est le même, mais l'intention derrière peut être soit incroyablement cruelle, soit incroyablement généreuse. Et le verset, lui? Il ne choisit pas, il dit juste « fais ça, et voilà ce qui arrivera ». C'est exactement ça. Le texte décrit un mécanisme psychologique avec une précision quasi clinique. Il ne se prononce pas sur l'intention, il dit « voilà, si vous appuyez sur ce bouton, la bonté radicale, voilà l'effet que ça produit sur le système, la psyché de l'ennemi. » Et cela place une responsabilité morale écrasante sur les épaules de celui qui agit. C'est à lui et à lui seul de sonder ses propres motivations. Attendez, si je reformule, le texte me donne la clé d'une arme psychologique. Oui, Il me dit « voici comment tu peux provoquer une crise de conscience aiguë chez ton adversaire. » Et ensuite, il me laisse seul avec ça. C'est très déstabilisant. C'est comme si on vous donnait une arme chargée en disant « surtout, utilise-la pour faire la paix ». voilà. La tentation de l'utiliser pour gagner doit être immense, bien sûr. Et l'analogie est parfaite. L'acte de bonté radicale dans un contexte d'hostilité, ce n'est pas un geste anodin. C'est une rupture. Il fait dérailler le train de la haine. Pour l'ennemi, c'est un séisme. Oui, pour lui, dont toute la vision du monde est structurée par ce conflit, c'est un séisme. Ses certitudes s'effondrent. Il doit se dire, cette personne que je hais, pourquoi m'aide-t-elle? Si elle n'est pas le monstre que j'imaginais, alors qui suis-je moi dans cette histoire? Cette réévaluation forcée. C'est peut-être ça, la brûlure des charbons ardents. Si on prend un exemple concret, une situation de bureau, quelqu'un vous sabote depuis des mois, un jour, son plus gros projet s'effondre à cause d'une erreur. Au lieu de savourer, vous restez tard le soir et vous l'aidez à tout réparer, sans un mot de reproche. Le lendemain, Le silence de cette personne, son incapacité à vous regarder dans les yeux, la tempête dans sa tête. ça, ce sont les charbons ardents en 2025. C'est ça. C'est la combustion interne de la honte, de la confusion et peut-être d'une graine de respect.
Donc le but n'est pas la satisfaction sadique. Non, probablement pas. Le focus, c'est l'efficacité de la stratégie pour mettre fin au conflit. Le moyen le plus puissant pour détruire l'inimité, ce n'est pas de vaincre l'ennemi, C'est de rendre l'inimité elle-même obsolète. de changer les règles du jeu si radicalement que l'autre ne sait plus comment jouer. L'effet psychologique, même intense, c'est une conséquence de cette stratégie de rupture. Ce n'est pas le but premier. Le but est de détruire le conflit, pas la personne. Bon, si on fait le bilan, on est parti d'une phrase qui semblait simple et on a trouvé un abîme de complexité morale et psychologique. C'est le moins qu'on puisse dire. On a un commandement clair, agir positivement envers son ennemi. Et ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de pouvoir. Un acte qui demande une force intérieure considérable, bien plus que de rendre coup pour coup. Clairement. Et ensuite, on a la conséquence troublante de cet acte. Cette réaction psychologique violente. Les fameux charbons ardents. Hmm. Et on a vu que l'ambiguïté reste entière. Est-ce que c'est une vengeance psychologique raffinée, un chemin vers la rédemption, ou juste la description froide d'une loi de la nature humaine? La bonté inattendue est une force incroyablement déstabilisatrice. Et le texte ne choisit pas pour nous. Il nous laisse avec cette tension, sur sa honte, sa confusion, oui. Mais il y a un angle mort dans cette phrase, une personne dont on ne parle pas, Celui qui donne le pain et l'eau. précisément. Et cela soulève une dernière question, une question que j'aimerais laisser ouverte. Je vous écoute. Comment le fait de devoir associer, dans son propre esprit, un acte de pure générosité à une conséquence aussi ambiguë et potentiellement douloureuse pour autrui, comment est-ce que ça transforme la personne qui agit? Ah, Est-ce que cet acte, qui vise à changer les nus en faisant voler en éclats ses certitudes, ne finit pas, par sa complexité morale même, par changer plus profondément encore celui qui le pratique?